Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial. J'avais envie de vous faire découvrir Paris et pour aujourd'hui je vous emmène pour ce qui est à mes yeux le plus bel endroit de Paris, Montmartre. C'est parti! Ce parc a été construit sur les anciennes carrières de gypse de Montmartre. Il se trouve en amont du Sacré-Cœur et offre une vue imprenable sur l'édifice. Bien que prisé par les touristes et les promeneurs du dimanche, pour une petite pause et prendre le soleil, il faudra quand même faire preuve d'endurance sur les escaliers en ombre qui mènent au Sacré-Cœur. On y retrouve la fontaine des Innocents, sculptée par Émile Déré, représentant une mère entourée d'enfants, dont un petit bébé pisseur, surmontée d'une phrase de l'écrivain Rabelais, « Mieux est de rire que de larmes escrire ». Plus haut, dans ce qu'on appelle la grotte de l'amour, se trouve la statue d'un couple enlacé, peut-être en opposition avec le côté très religieux des lieux. Toujours par Émile Déré, sculpteur anarchiste, il sculptera même le buste de Louise Michel pour sa tombe. Après la Première Guerre mondiale, il sculpte une œuvre qu'il nommera « Tu ne tueras point », représentant un soldat allemand et un soldat français, tombant dans les bras l'un de l'autre. L'œuvre fera scandale et pacifiste convaincu. Il se suicidera à l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Sur le palier juste avant de grimper au Sacré-Cœur se trouve un bassin dans lequel ont pris résidence des divinités marines, portant les vasques qui remplissent le bassin. Il y a ici 3 divinités portant 3 vasques nichées dans 3 grottes juste dessous les 3 coupoles de la basilique. Le sculpteur Paul Gasque a très certainement été inspiré par la Sainte Trinité chrétienne. C'est le joyau architectural de la butte Montmartre, sa pierre blanche et ses grandes coupoles la faisant ressortir et attirant en son sein touristes curieux et fidèles. C'est en 1870 qu'a été décidée sa construction, après la défaite de Napoléon III contre Sedan. La situation du peuple parisien est critique, on vit dans la misère et on meurt de faim. Les Parisiens allant jusqu'à tuer les animaux de la ménagerie pour se nourrir. S'ensuit la capitulation de Napoléon III et la grande commune causant plus de 30 000 morts. Les chrétiens considèrent alors tous ces événements comme une punition divine. D'immenses processions sont organisées où l'on promet la construction d'un édifice à la gloire du Sacré-Cœur de Jésus-Christ pour expier ces événements. L'archevêque de Paris demande le soutien de l'État pour la construction de la basilique en 1873. Une loi d'utilité publique est alors votée à l'Assemblée nationale, qui permettra d'acquérir les terrains appartenant à la ville. L'archevêque choisit le point le plus haut et le plus visible de Paris, la butte Montmartre. L'architecte est choisi par un concours présidé par Charles Garnier, à qui on doit l'Opéra de Paris. C'est Paul Abadie qui le remporte. Il propose un bâtiment inspiré par la grande mosquée d'Istanbul, Sainte-Sophie. La construction débute en 1875. Après la pose du clocher en 1914, la basilique est terminée. La fin définitive des travaux intérieurs aura lieu en 1923. La construction de l'édifice a été entièrement financée par les Parisiens. Ils achetaient des lots de 1 à 3 pierres pour un prix de 120 à 500 francs, ce qui représente aujourd'hui entre 47 000 et 199 000 euros. Après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les vitraux ont dû être remplacés à cause du souffle des explosions. Avant de partir, tournez le dos au Sacré-Cœur, profitez de la vue exceptionnelle sur Paris et prenez une petite photo pour immortaliser le moment. Et vous pourrez même, si le cœur vous en dit, prendre place à bord d'un petit train touristique pour une visite guidée de Montmartre. En contournant le Sacré-Cœur pour rejoindre l'arrière de l'édifice, levez la tête et admirez les gargouilles. Dans ce petit havre de paix, on peut profiter d'un peu de repos et de fraîcheur, sous ces arches qui fleurissent en été, mais avant d'y pénétrer, on jette un dernier coup d'œil à la basilique pour en admirer une autre vue tout aussi belle. Au croisement de la rue Saint-Vincent et de la rue Moncenis se trouvait une maison de campagne entourée par un grand jardin et qui avait une vue dégagée sur la plaine Saint-Denis, à une époque où Montmartre était encore un petit village qui ne faisait pas partie de Paris. De 1834 à 1836, Hector Berlioz, le célèbre compositeur, s'y installe avec sa jeune épouse pour fuir le tumulte de la vie parisienne et pour pouvoir composer en toute tranquillité. En résultera Harold en Italie, Benvenuto Cellini. Le 5 mai, le Requiem et la symphonie funèbre et triomphale, avant de repartir habiter Paris où son épouse retrouve le confort et la vie sociale qu'elle appréciait. Allant
l'angle des rues Cortot et Montcenis se trouve un petit square d'apparence ordinaire auquel on prête peu d'importance. Pourtant, c'est dans ce square Claude Charpentier que se trouve le seul château d'eau de la butte Montmartre, qui alimente en eau les parties les plus hautes de la butte. Il a été construit en 1927 pour remplacer l'ancien château d'eau devenu trop petit et son architecture est volontairement proche de celle du Sacré-Cœur pour ne pas jurer dans le paysage de Montmartre. Au numéro 6 de la rue Cortot, Erik Satie, le compositeur et pianiste, y réside de 1890 à 1898. Il tombe follement amoureux de la peintre Suzanne Valadon, qu'il demande en mariage après leur première nuit passée ensemble. Il compose pour elle les danses gothiques, mais après 5 mois de passion, la belle Suzanne met fin à leur relation. Le cœur brisé et inspiré par sa rupture, il compose Vexation. Bernard Gorodetzky y a également habité. Connu comme membre de la bande à Bono, un gang d'anarchistes opposés au capitalisme, qui commettront des braquages sanglants semant la terreur dans la capitale. Au numéro 6 bis, le peintre Adolphe Félix Kals, un des précurseurs du mouvement impressionniste, y vit de 1810 à 1880. Il peint beaucoup à Montmartre où il a un atelier de 1845 à 1859. Au numéro 12, on y trouve une des plus vieilles maisons de Montmartre, aujourd'hui devenue le musée Montmartre. Dans les collections se trouvent de nombreuses œuvres fin 19e, début 20e siècle, représentant le Montmartre bohème et insouciant de l'époque. Mais avant de devenir un musée, la maison a servi de résidence ou d'atelier pour de nombreux artistes, tels qu'Auguste Renoir, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, André Hutter, Émile Bernard, Otton Fraisse, Raoul Dufy, Démétrios Galénis, Francisque Poulbeau, Léon Bloy ou Pierre Révérdy. Au 14 de la rue Saint-Vincent se trouve le jardin sauvage Saint-Vincent. C'est un jardin particulier, il a longtemps été laissé à l'abandon, mais dans les années 80, des paysagistes se décident à en faire un jardin visitable. Ils laissent volontairement l'aspect sauvage pour en conserver toute la biodiversité. On trouve de nombreuses plantes sauvages, un étang et des espèces animales variées. Par contre, il est très peu visitable pour pouvoir le préserver. Sur la rue Saint-Vincent, on trouve les vignes de Montmartre qui existent depuis le XIIe siècle. Elles ont été plantées par les dames de l'abbaye de Montmartre, fondée par la reine Adélaïde de Savoie. Suite à des problèmes financiers, les dames de l'abbaye vendent les parcelles à la ville et ce sont les habitants, des laboureurs vignerons, qui les entretiennent. Les vignes produisent d'abord du vin blanc puis du rouge, connu sous le nom de la Goutte d'Or, le Scali, la Sauvageonne ou le Piccolo. Le vin est réservé à une consommation locale puis laissé à l'abandon pendant des années. En 1923, la ville de Paris crée le Clos de Montmartre avec 2000 pieds de vigne. La première fête des vendanges a eu lieu l'année suivante, inaugurée par Mistinguett, Fernandel et le président de la République, Albert Lebrun. Aujourd'hui, la vigne se compose de 30 cépages différents. Si le vin du Clos Montmartre a été pendant longtemps considéré comme de la piquette, il est aujourd'hui de qualité grâce à un vigneron et un œnologue qui s'en occupent. Le vin est pressé dans les caves de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Avant d'être vendu aux enchères, les bénéfices sont reversés aux œuvres sociales de la butte. Au bout de la rue Saint-Vincent se trouve un square où on peut admirer une statue en l'honneur de Théophile Alexandre Steylein, un artiste anarchique qui a fait beaucoup d'affiches et d'illustrations. Il dénoncera toute sa vie les inégalités sociales. Au croisement avec la rue des Saules, on distingue l'enseigne du Lapin Agile, le plus ancien des cabarets de Montmartre. Au départ, il est appelé cabaret des assassins, en raison des photos d'assassins célèbres qui tapissaient les murs. Il prendra son nom définitif après que le caricaturiste André Gide dessine pour l'enseigne un lapin s'échappant de la marmite où il aurait dû finir. De Lapin Agile à Lapin Agile, le nom fut vite trouvé. Il était un haut lieu de rencontre d'artistes montmartrois tels que Maupassant, Apollinaire ou Picasso. Il est aujourd'hui un lieu de spectacle de la chanson du patrimoine français. En remontant les escaliers, on arrive à la place Dalida, chanteuse superstar des années 70 et 80 en France. L'artiste aimait beaucoup le quartier de Montmartre, où elle avait élu domicile. À l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, la place lui est consacrée et un bronze de la chanteuse lui rend hommage. Selon la légende, caresser la poitrine de la statue porterait chance en amour. Sur la droite se trouve l'allée des Brouillards, une petite rue calme où il fait bon se reposer. On y trouve également le château des Brouillards qui a été une demeure d'artistes.
Sur la gauche de la place d'Alida, on remonte la rue de l'Abreuvoir jusqu'à la fameuse Maison Rose, certainement la maison la plus photographiée de la butte Montmartre, et immortalisée par Utrillo, en peinture. Elle abrite aujourd'hui un restaurant assez réputé. Juste à côté se trouve une maison au style particulier. Deux aigles vous accueillent, rappelant que le commandant Henri Lachoucque, historien de Napoléon et de la Grande Armée, a vécu ici. Sur la façade de la maison, on peut y découvrir un des plus vieux cadrans solaires de la butte, Montmartre, avec l'inscription « Quand tu sonneras, je chanterai », faisant référence aux cloches du Sacré-Cœur. Dans la rue Girardon se trouve un square dans lequel on peut remarquer une statue de Saint-Denis de Paris, premier évêque de Paris envoyé pour évangéliser la Gaule en 245 après Jésus-Christ. Il fonde plusieurs églises en France avant de mourir décapité en raison de sa religion. La légende veut qu'il ait été décapité sur la butte Montmartre, se soit relevé, ait pris sa tête dans ses mains et ait marché jusqu'à la ville de Saint-Denis où il se serait effondré. C'est à cet endroit qu'on bâtit la basilique de Saint-Denis, dernière demeure des rois de France. Il aurait donc porté sa tête sur plus de 10 km, et c'est à l'emplacement de ce square que se trouve une fontaine où Saint-Denis aurait lavé sa tête avant de se remettre en route pour Saint-Denis. Au numéro 1 de la rue Junot se trouve le théâtre Le Pic, qui a une très jolie façade. À l'autre bout de la place se trouve la sculpture du Passe-Muraille qui a été réalisée par Jean Marais à la mort de son ami l'écrivain Marcel Aimé. La statue rend hommage à son roman le plus connu, Le Passe-Muraille. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui avait le don de passer à travers les murs et qui en profitait pour faire des farces puis s'enrichir par le vol. Lorsqu'il tombe amoureux d'une jeune femme, il profite de son don pour la voir au nez et à la barbe du mari. Un soir, il quitte sa chambre et son don l'abandonne. Il finit à moitié emmuré. Au numéro 2 de la rue Junot se trouvait l'atelier de Jeanne Paul, peintre et graveur, qui y a vécu de 1917 à 1975. Au numéro 11 se trouve la voie du hameau des artistes. Les petites villas qui la composent abritaient autrefois de nombreux ateliers d'artistes. Au numéro 13 se trouve la maison où habita Francisque Poulbeau, un dessinateur et affichiste. Il viendra également en aide aux enfants déshérités de Montmartre. Au numéro 15, la maison fut le domicile de Tristan Tzara, écrivain d'origine roumaine. Au numéro 30, Maurice Vieux habitait cette maison de 1939 à 1951. Musicien français, il a beaucoup œuvré dans la reconnaissance de l'alto dans la musique. Au niveau de la villa Léandre, on se trouve dans une impasse calme et charmante au style britannique. Au numéro 10, une petite plaque rappelle une demeure mondialement connue, le 10 Downing Street, la maison du Premier ministre anglais. En faisant un détour par le square Carpeaux, on peut admirer la statue de la Montmartroise, une allégorie de la jeune femme typique habitant le Montmartre des années 1800. La construction de la rue Le Pic a été ordonnée par Napoléon car n'ayant pas pu se rendre à l'église de Saint-Pierre de Montmartre à cheval parce que la rue était trop abrupte, il ordonne la construction d'une rue avec une pente douce. Au numéro 15, on remarque le café des Deux Moulins, fameux lieu de tournage du film Le fameux Destin d'Amélie Poulain. Au numéro 50 se trouvait l'atelier du célèbre peintre Edgar Degas. Au numéro 54, un certain Vincent Van Gogh et son frère Théo occupaient une petite chambre du 3e étage pendant 2 ans. Au numéro 77 se trouve le moulin de la Galette, seul moulin étant encore en état de marche de la butte Montmartre. Il tire son nom du pain de seigle en forme de galette que l'on fabriquait avec la farine issue du moulin. Après avoir été un bal populaire, un music hall, un plateau télé et de radio, il deviendra un restaurant gastronomique en 1978. À l'angle de la rue Le Pic et de la rue Junot se dresse la commanderie du Clos Montmartre, seule confrérie vineuse de Paris rattachée à un vignoble parisien, le Clos Montmartre. Elle a pris pour but de promouvoir le vin et la vigne de Montmartre à travers la France. La place Émile Goudot est agréable et charmante, parfaitement ombragée. Elle est agrémentée d'une fontaine Wallace, si l'envie vous vient de vous désaltérer. Ce serait à cet endroit précis que Napoléon aurait attaché son cheval avant de monter le reste de la butte à pied, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. On remarque aussi la façade du bateau Lavoir, qui était au début du XXe siècle une maison transformée en atelier d'artistes à petit prix. Nombre d'artistes vont y séjourner tels que les peintres Picasso ou Gauguin. Il devient un lieu de rencontre artistique malgré le mauvais état des lieux. Il sera entièrement reconstruit à l'identique en 1970 suite à un incendie.
Remarquons d'abord cette station de métro, la plus profonde de Paris, qui a conservé sa verrière Guimard, même si elle n'est pas d'origine. À la base, elle se trouvait sur la place de l'Hôtel de Ville, puis déplacée sur la place des Abbesses en 1970. Le monument de cette place, c'est l'église Saint-Jean, qui date du début du XXe siècle. Première à être construite en béton armé et recouverte de briques rouges qui la rendent visible de loin et lui donnent un aspect original. Dans le square Jean Rictus se trouve le célèbre mur des Je t'aime. Il s'agit d'une œuvre de Frédéric Baron et Claire Quittot. Sur ces 612 carreaux de lavé maillé, on peut y lire la phrase « Je t'aime » en 250 langues, dialectes ou langages oubliés. Les fragments rouges forment un cœur une fois réunis. C'est dans cette rue que vous pourrez apercevoir derrière les hauts murs du 11 bis la demeure que Dalida occupait jusqu'à sa mort. Au numéro 1, on peut apercevoir les ateliers du bateau Lavoie. C'est dans cette rue que Romain Duris et Audrey Tautou immortalisent leur premier baiser dans le film L'Auberge espagnole. La particularité de cette rue est d'avoir conservé les anciennes devantures de magasins intactes. Certaines sont restées brutes, d'autres remises au goût du jour. Il s'agit d'une des plus petites places de Paris, on peut y admirer une vue exceptionnelle de Paris. C'est la place la plus connue de la butte Montmartre, occupée en grande partie par les restaurants et les artistes qui dessinent les touristes de passage. Sur cette place se trouve l'emplacement de la première mairie de Montmartre avant que le village ne soit rattaché à Paris. Au numéro 21 de la place, une plaque rappelle que Louis Renault fut le premier à grimper jusqu'à la place avec une voiture à pétrole. Si l'anecdote paraît sérieuse, elle prend naissance d'un simple pari entre amis, où l'on met au défi Renault en lui disant que sa voiture ne serait jamais capable de gravir la butte Montmartre. Il relève le défi et le 24 décembre 1898, faisant du pari un événement, il se lance à l'assaut de la butte et pour ne pas caler, il roule très lentement. Ce jour-là, il repartira fier non seulement de l'exploit accompli, mais aussi avec pas moins d'une douzaine de commandes pour sa petite voiture. Ce qui donnera naissance à ce qu'on appellera la course au ralenti, qui aura lieu chaque année, où le but est de gravir la butte le plus lentement possible sans caler. Repartons vers le Sacré-Cœur par la rue Saint-Éleuthère et faisons une dernière halte par le square Nadar pour y découvrir un personnage bien particulier. Une statue du chevalier de la Barre trône en maître ici. Ce jeune homme de 19 ans, adepte des idées des Lumières et des principes révolutionnaires, est publiquement contre l'Église. Alors quand il refuse de saluer une procession religieuse, pour l'exemple, il devient un martyr et est décapité et brûlé en 1776. Voltaire prendra sa défense pour réhabiliter la mémoire du jeune chevalier. Aujourd'hui installé si près d'un des plus grands édifices religieux de Paris, voir un anticlérical convaincu, c'est une jolie ironie. Cette petite escapade bientôt terminée, dirigeons-nous vers la rue Foyatier. Juste avant, prenez le temps d'admirer le pavillon sur votre gauche, qui abrite une boutique de souvenirs. Il s'agit à l'origine d'un bâtiment construit pour l'exposition universelle et qui était un restaurant pour les touristes de passage. La rue Foyatier est exclusivement composée d'escaliers. La descente est donc plus plaisante que de la remontée. Mais pour les moins motivés, vous pourrez économiser vos forces en empruntant le funiculaire qui se situe entre la rue Foyatier et le square Louise Michel qui mène au Sacré-Cœur. Au départ de cette rue se trouve un joli pub qui les soirs de match de rugby devient bien animé. Et tout au long de la descente, on profite du street art sauvage qui agrémente notre fin de balade. En parlant de street art, comme vous l'aurez compris, Montmartre est un haut lieu de culture artistique. Alors n'hésitez pas à vous perdre dans les petites rues et à explorer le quartier pour y découvrir de petits ou de grands trésors. Les artistes s'expriment dans ce quartier pour notre plus grand plaisir, ouvrez les yeux et appréciez. Nous voici revenus à notre point de départ, alors j'espère que cette petite balade vous aura plu, voire intéressé, et peut-être aurez-vous découvert un de ces lieux méconnus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, un grand merci à Océane pour sa participation conséquente, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.